Bienvenue donc au musée du barreau de Paris pour les nombreux jeunes confrères et jeunes étudiants de l'EFB qui ne seraient jamais venus dans ce musée. Il est payé en partie par vos cotisations pour ceux qui en versent déjà. Et il abrite, donc il appartient totalement à l'ordre des avocats. Vous êtes ici dans l'hôtel de la Porte, qui, selon un bâtonnier légendaire, était une prison et en réalité était une poissonnerie affectée aux plus riches poissonniers des Halles, qui se trouvent juste à 100 mètres, et que le barreau de Paris a récupéré dans une saisie plus ou moins litigieuse il y a maintenant quelques décennies. Aujourd'hui, cet endroit abrite notamment les collections du musée du barreau de Paris, collections permanentes qui illustrent l'histoire judiciaire de France depuis les procès de Louis XVI et de Marie-Antoinette jusqu'à des crapules plus modernes comme Maurice Papon qui doit être par ici, en passant par tout un tas d'événements, l'assassin de Jean Jaurès, les notes de plaidoirie de Laborie pour Zola, beaucoup de choses extrêmement importantes. Vous aurez le loisir pendant quelques minutes, sauf si vous vous jetez sur Bertrand Perrier immédiatement, d'observer, de regarder à la fin de cette audition. Ce soir, nous recevons Bertrand Perrier pour une nouvelle audition contradictoire. En théorie, elle est contradictoire, c'est-à-dire qu'il a normalement une partenaire de ring ou d'éloquence qui, malheureusement, en raison des vicissitudes de l'audience correctionnelle à Beauvais depuis 8h30 ce matin, et voilà, donc elle a manqué l'audition, peut-être son vol avec Ryanair, en tout cas elle n'est pas là, et je lui ai dit qu'elle était la bienvenue en cours de route pour Clarisse Serre, mais nous ferons pour l'instant sans elle. Donc nous allons devoir nous contenter de Bertrand Perrier. Je comprends votre déception. C'est sûr, voilà. Surtout que Clarisse a été classée dans le classement des avocats les plus puissants de France il y a à peine quelques jours. Où je ne figure pas. Donc voilà, bien compris que nous avons... J'étais son faire-valoir. Nous avons récupéré les miettes. Donc voilà. Bertrand Perrier, mon confrère, est avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation. On ne dit plus l'âge de prestation de serment quand il est aussi ancien pratiquement, mais avec un aussi beau lifting. Il a été secrétaire de la conférence, mais je crois que c'est assez connu, et également membre du Conseil de l'Ordre, et nous avons siégé au moins 1 ou 2 années ensemble, je ne sais plus. Comme vous le savez peut-être, il enseigne un peu l'art oratoire, et il participe dans une partie très show business à des films qui prennent prétexte de la Seine-Saint-Denis pour être à la gloire de totale de Bertrand Perrier. Voilà. Et on avait également, parce que Clarisse Serre c'était Engrenage, donc je trouvais que c'était très... voilà. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, donc c'est d'accord. Les rapports entre télévision et barreau sont des choses compliquées. Donc, si tu le dis. Voilà. Donc on a Bertrand Perrier, on a un livre de Bertrand Perrier que peut-être Cindy, ma directrice, a quelque part sous la main, qu'on peut montrer. Ah ben, Monsieur Madrange. Parfait. La parole est un sport de combat. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore acheté, offert, fait dédicacer, signé, etc., il va être évidemment en vente, non pas avec l'auteur, mais en vente signé par l'auteur, au fond de la salle, dans la partie Moyen-Âge de ce musée, classé bêtement de façon chronologique. Je vous le dis, dans la partie moderne, malgré les apparences. Voilà. Et donc, le livre de Bertrand Perrier a déjà quelques mois. Il est évidemment formidable. C'était le prétexte ou le bon prétexte pour l'inviter à cette audition qui se voulait contradictoire. Et je pense que le plus simple, c'est qu'on démarre maintenant. Vous aurez évidemment la parole pour poser quelques questions qui sont presque aussi rares que les chaises, j'espère, parce qu'on est déjà un peu en retard à cause de notre orateur principal. Et puis enfin, donc un peu de signature. Alors Bertrand, pour un homme qui vante d'abord l'oralité, pourquoi un livre ? Alors, je vais me lever. D'abord, je veux remercier Emmanuel Pierrat de son invitation ce soir. Ça me fait extrêmement plaisir. D'abord parce que j'aime beaucoup Emmanuel, que je l'admire beaucoup, parce que c'est un grand professionnel des médias, et que nous avons effectivement siégé, non pas seulement ensemble au Conseil de l'Ordre, pas au Conseil d'État, au Conseil de l'Ordre, non pas seulement siégé ensemble, nous avons siégé côte à côte. Et c'est totalement différent. Parce que l'expérience qui consiste à siéger à côté d'Emmanuel Pierrat est une expérience du 3e type. Parce que Emmanuel Pierrat, c'est le mec qui vous distrait en permanence. C'est pas qu'il n'écoute rien, mais moi, pauvre mortel, je ne suis capable de faire qu'une seule chose à la fois. Alors qu'Emmanuel, lui, il peut écouter, critiquer celui qui parle, et en même temps lire autre chose et faire ses mails. Et ça, c'est extraordinaire, et vous parlez. Et donc, c'est quelqu'un qui vous distrait en permanence, parce qu'il a cette faculté de faire plusieurs choses à la fois. Et donc, si j'ai
si je suis passé complètement à côté de ma première année au Conseil de l'Ordre, c'est uniquement à cause de la présence à mes côtés d'Emmanuel Pirat qui ne cessait de me faire des blagues et de me raconter des choses qui étaient beaucoup plus rigolotes que ce que racontait le bâtonnier, mais qui ne correspondait pas au mandat pour lequel j'avais été élu. Mais après, Emmanuel, puisque vous savez que les places au Conseil de l'Ordre se font en fonction des dates de prestation de serment, et il se moque de la mienne, mais en réalité on était côte à côte, ce qui signifiait que la sienne n'était pas très loin de la mienne. Donc nous avons tous prêté serment à peu près au même moment. Je suis donc ravi de ton invitation, cher Emmanuel. Alors pourquoi un livre ? D'abord parce que l'éditeur me l'a demandé. Et je le dis vraiment très simplement et sincèrement, je n'avais pas du tout l'idée d'écrire un livre. Et mon premier réflexe lorsque l'éditeur m'a contacté après la sortie du documentaire et avant la sortie du film, donc c'était exactement entre les deux, et mon premier réflexe était de dire non. D'abord parce que le marché est vampirisé par Emmanuel qui sort un livre tous les 3 semaines et qui assèche complètement le marché littéraire depuis 15 ans. Et indépendamment de ça, parce que je ne sais pas écrire un livre, et c'était pas mon idée, mais l'éditeur était prestigieux et je n'avais pas véritablement de bonnes raisons de refuser, si ce n'est la peur de ne pas y arriver, raison pour laquelle d'ailleurs c'est une coécriture avec Adeline Fleury, qui n'est pas en couverture, mais qui a sa part tout à fait importante dans la rédaction de ce livre. Et c'est vraiment un livre que nous avons coécrit, et donc je tiens à lui rendre hommage, au-delà des 30% qu'elle touche, mais qui sont parfaitement légitimes et qui vraiment rendent hommage à ses grandes qualités. Donc, en effet, pourquoi un livre ? Au-delà de la blague. J'avais enseigné l'art oratoire depuis à peu près 5 à 6 ou 7 ans, à la fois dans des endroits très classiques, à Sciences Po, à HEC, puis dans des endroits un peu plus alternatifs, comme en Seine-Saint-Denis, pour le documentaire dont on parlera peut-être un peu plus tard. Et je me disais qu'après tout, c'était peut-être un bon moment pour condenser dans un livre cet enseignement. Puisque l'enseignement de l'art oratoire, je le fais à des petits publics, je ne le fais pas à titre professionnel, je le fais systématiquement à titre gracieux ou quasi gracieux. Et donc, je me disais qu'à un moment, ayant enseigné de façon assez empirique l'art oratoire, je pouvais, au bout de 5 à 10 ans d'enseignement, concrétiser dans ce livre pour le plus grand nombre le fruit de cette expérience d'enseignement de l'art oratoire. Et j'ai donc dans un premier mouvement refusé, puis ensuite donc, je me suis mis au travail avec Adeline. J'ai appelé toutes les semaines l'éditeur en lui disant, vous savez, on écrit mais ça n'intéressera personne. Et il me disait, oui mais écris quand même, on ne sait jamais. Donc je suis allé au bout et par miracle et bonheur, il a trouvé son public. Et donc voilà, mais c'est vraiment une sorte d'inattendu permanent. Mais voilà pourquoi ce livre, c'est-à-dire l'idée de condenser en 220 pages ce que je savais. Alors c'est un livre pour dire un peu l'ambiance générale du livre, qui alterne des chapitres biographiques, c'était la commande de l'éditeur, qui alterne donc des chapitres biographiques, c'est-à-dire l'évolution de mon rapport à la parole, des événements de parole, notamment la conférence évidemment, mais d'autres événements qui ont jalonné l'évolution de mon rapport avec la parole, et puis en miroir de ces chapitres, entre guillemets, biographiques, des chapitres plus pédagogiques, avec des techniques, des références, et puis des exercices que l'on peut faire chez soi, en groupe, seul, pour se familiariser avec la prise de parole en public. Donc c'est un livre qui est à la fois bio et tuto, si vous voulez. Il y a un côté à la fois expérience de vie et enseignement. Donc voilà comment fonctionne cet ouvrage. C'est bien, c'est une vraie réponse. Je pensais que tu allais continuer tout seul pendant 1 heure. Non, je t'en prie. Je vois que tu prends consciencieusement des notes, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que moi, je distrais mes voisins en les interrompant, en bavardant, mais je pensais que tu allais monologuer pendant encore un peu plus longtemps. Non, pas du tout. Enfin, voilà, après si... Alors, on va prendre les choses un peu dans le désordre, mais puisque tu as évoqué la conférence, est-ce qu'on devient secrétaire de la conférence parce qu'on est éloquent ou éloquent parce qu'on est secrétaire ? Alors, pour moi, la conférence, c'était d'abord un défi. Je suis allé à la conférence en spectateur
comme beaucoup de jeunes confrères que vous êtes d'ailleurs, qui de plus en plus nombreux vont voir les séances de la conférence, et j'y suis allé en me disant c'est éblouissant, je n'y arriverai jamais. Et sincèrement, enfin je veux dire, je regardais, je suis allé pour la première fois au 3e tour en novembre, et j'ai regardé ça, mais vraiment avec un émerveillement total, notamment de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, et j'avais trouvé ça extraordinaire, elle ne l'a pas eu. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour l'avoir? Enfin, c'était éblouissant, ça m'avait emporté. Je me disais, mon premier réflexe, c'est de dire, je suis totalement incapable de faire ça, mais totalement. Moi, j'étais collaborateur d'avocat au conseil, donc vraiment, j'étais dans une pratique qui n'était absolument pas plaidante. Moi, j'avais choisi ce mode d'exercice pour surtout ne pas plaider et être uniquement dans l'écrit. Et j'étais allé à la conférence un peu comme on s'encanaille. Pour voir des gens qui font un numéro de claquette. Et j'avais été ébloui, et je me suis revenu en me disant, ok, jamais. Et puis après, alors ça, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, ça a dû germer et cheminer. Et quelques mois plus tard, j'avais jamais réassisté à une séance de la conférence, mais je regardais dans le bulletin du bâtonnier, les plus anciens d'entre vous savent quelle était cette publication hebdomadaire, et dans le bulletin du bâtonnier, autant vous dire qu'il n'y avait pas Facebook et Twitter et autres quotidiens d'Emmanuel Pierrat, enfin, d'Emmanuel Pierrat 2, puisque Emmanuel Pierrat 1 est parti dans les limbes dans ne sais quel serveur informatique. Enfin, c'est ça qu'il avait tellement de fans sur le 1 qu'il a dû faire un Emmanuel Pierrat 2. Voilà. C'est réservé à évidemment une élite du clic. Donc, je regardais quand même périodiquement les sujets qui étaient publiés d'une semaine sur l'autre dans le bulletin du bâtonnier. Et je me souviens, il y en a un, je n'ai jamais raconté, mais j'ai essayé au mois de juin, parce que la conférence, il faut, je vous le dis, passer avant début juillet, après on passe son tour pour l'année suivante. Et c'était, peut-on retrouver un ami d'enfance? Je trouvais le sujet très joli. J'ai essayé, je n'ai pas réussi à le faire. Parce qu'on a 15 jours, donc on peut ne pas s'inscrire. Et je me suis inscrit à la séance suivante, mais je n'en ai parlé à personne. Je n'en ai pas parlé à mes amis, de peur qu'ils ne soient plus mes amis. Je n'en ai pas parlé à mes parents, de peur qu'ils me déshéritent. Je n'en ai pas parlé à mon patron, de peur qu'il me vire. Je n'en ai pas parlé à ma petite amie, car je n'en avais pas. Et donc, j'ai passé le concours de la conférence en catimini sur un sujet qui était « Faut-il ouvrir la porte des paradis artificiels ?» Et je l'ai passé en ignorant tout de ce qu'était la conférence. Aujourd'hui, je sais que les jeunes, la plupart d'entre eux, qui passent le concours de la conférence, connaissent tout des mœurs de la conférence, des classements, des traditions, ils savent qui fait quoi, ils connaissent leur nom, leur date de naissance, leur groupe sanguin, enfin, ils savent absolument tout. Ils ont fait un Google Screen absolu de tous les secrétaires, alors que moi, je ne savais même pas à quoi ça servait. Et j'ai découvert en cours de route qu'il y avait des attributions pénales. Et c'était pas du tout mon truc. Moi, je faisais la conférence parce que c'était joli. Donc, j'ai fait la conférence pour l'esthétique de la chose. C'est vous dire que je me suis planté, mais complètement. C'est simplement au 3e tour, on m'a dit, tu sais, il y a du pénal. Ah bon, mais moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un juge d'instruction. Ah bah, tu vas découvrir. Donc, j'ai fait cette rencontre du 3e type. Mais avant, j'ai donc passé le 1er tour. Et j'ai passé le 2e tour. J'en ai quand même parlé à mon patron entre le 1er et le 2e tour, et puis ensuite j'ai passé le 3e tour et j'ai été élu secrétaire. Tout ça pour dire que sur le rapport entre la conférence et l'éloquence, c'est une question très, très pertinente. J'ai donc été élevé dans l'idée que l'éloquence, c'était la conférence, puisque je n'avais aucune autre référence d'art oratoire. Je n'avais pas du tout fait les concours d'éloquence de l'université, parce que ça n'existait pas vraiment quand j'étais à l'université, ça venait tout juste de se créer, et puis de toute façon j'étais tellement timide que je n'aurais jamais osé les faire, donc je n'ai pas du tout fait ces concours d'éloquence qui sont maintenant proposés aux étudiants. J'ai passé le concours de la conférence, et ceux qui sont familiers de ce concours savent qu'en réalité c'est un concours qui n'est pas véritablement un concours d'éloquence, mais plutôt un concours de déclamation, puisqu'on vient avec un texte intégralement écrit, que l'on vient délivrer devant un public après l'avoir travaillé intégralement, au 1er tour en 15 jours, au 2e tour en 5 heures et au 3e tour en 5 jours. Mais on a toujours en tout cas le temps suffisant pour arriver devant le pupitre avec un texte intégralement écrit. Donc, j'ai
passer le concours de la conférence selon ces canons-là. J'ai adoré la conférence pendant beaucoup d'années. Et donc, je collais au basque des secrétaires pendant des années. Je revois combien j'ai été pénible rétrospectivement. J'allais au concours, je faisais des contre-critiques de Berryer, je coachais des candidats, j'allais à la Lysias. Enfin, je passais ma vie dans les concours d'éloquence. J'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré le concours de la conférence. Donc, d'une certaine façon, ça a été un début, parce que je n'avais pas vraiment eu de formation à l'art oratoire avant de passer la conférence. Je me suis formé un peu sur le tas aussi en écoutant les discours, parce que la conférence, c'est aussi un moment où on écoute beaucoup de discours pour élire ses successeurs. Et probablement dans l'année, on écoute, je ne sais pas, 200 discours. Donc le goût se forge, et puis la sensibilité s'affine à l'audition des discours. J'ai donc cultiver ce goût de l'éloquence au fur et à mesure des séances de la conférence. Donc clairement, ça a été un début pour moi, la conférence, dans mon rapport à l'art oratoire. Et après, ça n'a fait que embellir et croître d'une certaine façon, mais dans un goût de l'éloquence c'est peut-être probablement un peu éloigné de la conférence. J'aime toujours la conférence, bien sûr, parce que c'est une institution de notre barreau, parce que je lui dois tout. En réalité, je dois tout à la conférence. Je lui dois mes plus beaux souvenirs, je lui dois mes plus belles amitiés, je lui dois ma familiarisation, ma réconciliation avec la parole. Donc je dois tout à la conférence. Et aujourd'hui, je le dis aux jeunes confrères, évidemment, passez la conférence. Enfin, vous risquez quoi? 100% des gagnants ont tenté leur chance. Il n'y a strictement aucune bonne raison de ne pas passer la conférence. Je n'en connais pas. La seule raison, c'est je suis timide. Justement, ça vous soigne et je vais le rater, et alors? Donc franchement, il n'y a aucune bonne raison de ne pas passer la conférence. Maintenant, j'ai, avec l'âge et le temps, un peu plus de recul et de distance avec la conférence. Quand j'étais membre du Conseil de l'Ordre, j'ai représenté beaucoup le bâtonnier à la conférence, puisque le bâtonnier ne préside pas toutes les séances de la conférence, et donc il délègue des membres du Conseil de l'Ordre, anciens secrétaires, pour présider les séances de la conférence. Et donc j'ai beaucoup présidé, j'ai beaucoup dormi, je me suis beaucoup ennuyé, et je crois aujourd'hui que, somme toute, la conférence... alors je vais m'abriter derrière le bâtonnier charpentier. Oui, bah, chacun ses références. Hein. Mais juste derrière, dans la partie collaboration, juste là. Voilà. Mais le bâtonnier charpentier a sa part d'ombre, et il a aussi une part de lumière, et notamment cette part de lumière réside dans ce petit livre que je vous recommande vivement, qui s'appelle « Les remarques sur la parole », qui est probablement ce qui a été écrit de plus exceptionnel sur l'art oratoire. Et je vous le dis d'autant plus facilement que ça ne se trouve nulle part, puisque c'est pas réédité et qu'il n'y en a plus. Donc moi j'ai attendu 10 ans avant de le trouver, grâce à Philippe Lucet d'ailleurs, notre ami commun, qui un jour, enfin je le dois plus précisément d'ailleurs à la prostate de Philippe Lucet, puisqu'il avait mis pour moi une alerte sur Google, et qu'une nuit il s'est réveillé parce qu'il avait un besoin pressant, il a vu que l'alerte avait sonné, et il a immédiatement à 2h du matin appuyé sur le bouton, ce qui m'a valu, et je lui rends hommage vraiment et je le remercie infiniment. Le lendemain, il m'a non seulement dit qu'il avait les remarques sur la parole, mais il me les a offertes, et c'est vraiment quelque chose qui est toujours proche à la fois de mon bureau et de mon cœur, et donc j'ai toujours ces remarques sur la parole. Et Jacques Charpentier dit dans les remarques sur la parole, à propos de la conférence, dont il a été évidemment premier secrétaire, Jacques Charpentier dit... il y a un exercice étrange au barreau de Paris qui s'appelle la conférence du stage. Ça s'appelait à l'époque la conférence du stage parce qu'il y avait un stage. Et il dit quelque chose comme on y entend des discours finement ciselés et parés de tous les ornements qu'il convient de proscrire. Pourtant, c'est la plus belle école d'art oratoire du monde. C'est ainsi. Et je suis assez d'accord avec ça. Et il y a ce paradoxe que la conférence a produit d'immenses orateurs, évidemment. Jean-Denis Bredin, Jacques Vergès, Carbon de Cèze, enfin le meilleur du barreau de Paris. Malgré tout, je crois que l'éloquence, c'est aussi autre chose, et c'est peut-être davantage que la déclamation, l'improvisation. Et ça, cette révélation de l'improvisation, je le dois, mais dans la lignée de la conférence, à ma rencontre avec Marc Bonan, cet avocat genevois totalement génial, qui défend parfois des causes
étonnantes, mais qui les défend toujours avec panache et un brio oratoire, en tout cas hors du commun. L'autre point de départ d'une deuxième ou d'une troisième carrière, tu veux rester debout, mais je reste. Oui, je t'en prie, non, mais tu sais. Il y a beaucoup de gens qui voulaient des chaises, donc je trouve ça dommage. Ah non, mais bien sûr, comme ça. tenez, Voilà, donc, bien sûr. Évidemment. Mais tu vas bien. Non, mais une dame, évidemment, votre galanterie, si vous voulez. Non, mais vraiment. Garde ta chaise. Garde ta chaise debout. Je vais peut-être me mettre debout alors. Non, donc l'autre point de départ, pardon, si je brise ta carrière à et que j'efface le Conseil de l'Ordre et deux, trois choses ou deux, trois errements, comme être avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Un voile pudique. Voilà. Peut-être d'ailleurs que tu es venu à Eloquentia parce que c'était ta forme de pro bono. Oui. On est d'accord. Ah oui, totalement. Je n'ai jamais touché 1 euro à Eloquentia. Mais c'est une rédemption d'aller en Seine-Saint-Denis. Moi, j'y suis né, donc j'ai pas la même. Voilà. Moi, j'avais tout fait pour passer le périph' et ne jamais le repasser que pour prendre l'avion, tu vois, c'est la différence avec toi. Donc, oui. Non, alors, moi, d'abord, la vérité, c'est que moi, je suis né en banlieue. Ah, mais toi aussi. À l'hôpital américain, c'est vrai. D'accord. Non. La réalité des choses. Pourquoi Eloquentia ? D'abord, parce que c'est une histoire d'amitié. J'étais dans les années qui ont suivi, et ça permet de faire le lien avec la question précédente, dans les années qui ont suivi la conférence, j'ai beaucoup participé à des jurys dans des universités, d'associations d'étudiants qui organisaient des concours d'éloquence, etc. Et parmi les associations dans lesquelles j'intervenais à ce moment-là, il y avait une association un peu étonnante de jeunes gens bien mis qui s'appelait la conférence Olivain. Un truc un peu jésuitique, Sciences Po, bon. Les étudiants de la conférence Olivain ont des cours d'art oratoire, et je le dis avec d'autant plus d'émotion que le grand orateur formateur des jeunes de la conférence Olivain pendant des années et des décennies a été Olivier Schnerb. Et Olivier Schnerb a formé à l'Olivain des générations et des générations de jeunes orateurs. Et j'intervenais en tout petit complément des séances d'Olivier Schnerb. Et à cette occasion, j'avais rencontré un garçon qui s'appelait Stéphane de Freitas, qui avait fait l'ESSEC et qui s'apprêtait à faire une thèse avec François Terré tout en travaillant chez Jean-Michel Darrois, c'est vous dire un gars assez médiocre. Donc Stéphane se formait à l'art oratoire, on se connaissait un peu comme ça. Et quelques années plus tard, Stéphane m'a dit, bah écoute, finalement, le droit, bon, pas trop, mais moi je voudrais créer une formation à l'art oratoire en Seine-Saint-Denis. Parce que moi je viens de Seine-Saint-Denis. Et ce dont je me suis aperçu après en allant dans les facs de droit, etc., c'est que ce qui nous séparait, ce qui faisait que le lien social était rompu, c'était pas tant la richesse matérielle que la capacité à partager la langue. Et il se sentait stigmatisé par la langue qu'il tenait d'Aubervilliers, d'où il était originaire. Et donc il m'a dit, ouais, je voudrais, de la même façon que la parole nous sépare, qu'elle nous rassemble. Et pour qu'elle nous rassemble, je voudrais créer d'abord un concours d'éloquence sur le modèle de ceux qu'il avait connus, la conférence, l'Olivain, la Berrier, etc. Et puis, dès la deuxième année, tout de suite, parce que le concours d'éloquence, encore une fois, ça n'a aucun intérêt, si ce n'est classer des gens selon leur mérite naturel, mais dès la deuxième année, il a souhaité qu'en amont du concours ait lieu une formation. Et donc, il a conçu cette formation en Seine-Saint-Denis, encore une fois, parce que c'était son département d'origine, et que, matériellement, il l'a en quelque sorte logé à Paris 8, c'est-à-dire à l'université de Seine-Saint-Denis, tout au bout de la ligne 13, branche bleue. Et donc, il a conçu cet enseignement de la prise de parole en public avec différents modules, avec donc la parole professionnelle, c'est-à-dire la formation avec des coachs, des recruteurs, pour apprendre à faire un entretien d'embauche, apprendre à faire un entretien de stage, à valoriser son CV, son expérience, ses compétences, etc. Une parole théâtrale, avec un metteur en scène, une parole poétique, avec un slammer, et une parole persuasive, argumentative, qu'il m'a confiée. Et donc c'est en réalité l'histoire de cette amitié née à l'Olivain qui fait que je me retrouve en Seine-Saint-Denis, parce que je trouve le principe assez joli de voir une parole multiforme, parce que là encore on en revient à la question de la conférence.
La conférence, elle est évidemment extraordinairement diverse parce que les personnalités qui la passent le sont, mais chacun sait ici que malgré tout, il y a un certain nombre de prérequis à la conférence et c'est une parole qui est tout de même assez, je ne dirais pas formatée, mais disons assez léchée, assez travaillée et qui obéit à un certain nombre de canons. Raison pour laquelle, d'ailleurs, quand j'ai passé la conférence, peut-être, Carbon, c'est la même chose pour toi, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller faire mes discours auprès d'anciens secrétaires, pour savoir si j'étais à peu près dans les canons de l'exercice ou si j'étais complètement hors des clous. Et donc, c'est pour ça que je reçois toujours les gens qui me demandent de les écouter avant de passer la conférence, parce que moi-même, quand j'ai eu besoin d'être reçu, je l'ai été sans difficulté par les anciens secrétaires que je connaissais. Donc, mais je ne vous recommande pas du tout de venir me voir, puisque je ne connais plus du tout les exigences de la conférence, et les gens qui viennent me voir perdent systématiquement. Donc, allez voir Carbon, lui il fait gagner, moi je fais paumer. Donc, tout ça pour vous dire que la conférence était quelque chose pour moi d'assez encadré, alors que je trouvais dans le projet de Stéphane l'idée d'un foisonnement de la parole avec diverses formes. Et je trouvais intéressant qu'il y ait cette formation par des gens d'horizons différents, des avocats, des slameurs, des rappeurs, des recruteurs, des metteurs en scène. Ils ont un coach vocal qui est chanteur. Enfin, il y a toutes sortes d'intervenants et je trouvais que ce panel était vraiment intéressant. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Seine-Saint-Denis depuis 2012, je crois. Tu veux dire que moi, mes références, c'est pas le bâtonnier charpentier, c'est Maurice Garçon. Oui. Et qui, normalement, théorise sur les trois grandes éloquences. L'éloquence politique, celle de la tribune, l'éloquence de la robe, la basoche, et puis l'éloquence d'église, la chaire. Et tu veux dire qu'on en est assez loin, donc aujourd'hui. On est dans une autre forme d'éloquence. L'éloquence moderne, c'est celle de Seine-Saint-Denis mêlée à d'autres choses. Oui. Et je pense en effet que l'éloquence est diverse. L'éloquence de la chair ne se pratique évidemment plus, faute de combattants. L'éloquence politique ne se pratique plus non plus, puisque on est passé de la parole politique à la communication politique, et que les hommes politiques ne cherchent rien d'autre qu'à répéter comme des perroquets des éléments de langage venus du château. Donc, quand une nouvelle salve de députés En Marche sont arrivés, certains m'ont contacté, certains pour me dire, voilà, je voudrais exister face à mes petits camarades, et d'autres pour me dire, voilà, je voudrais vous m'aidiez parce que je ne sais pas parler pour ne rien dire, et j'ai compris que c'était la clé de tout. Donc, c'est vous dire que nous ne nous sommes pas revus. Tout ça pour dire que l'éloquence politique n'existe pas. Et quant à l'éloquence judiciaire, il ne reste que Carbon et Emmanuel pour l'incarner, et ça fait finalement peu lorsqu'ils ne sont pas l'un contre l'autre. Donc, alors, on est associés depuis en plus. En plus vous êtes associés, donc vous cumulez 100% des parts de l'éloquence judiciaire contemporaine. Non, je dis cela, l'éloquence judiciaire existe bien sûr, c'est probablement encore le dernier moment où on peut encore exalter la parole, d'abord parce que nous exerçons un métier de l'antagonisme, hein. Les paroles judiciaires sont d'abord des paroles d'affrontement, et on sait que l'affrontement est fécond pour faire surgir l'éloquence. Bref, il y a encore une parole judiciaire, mais elle-même s'amoindrit, puisque nous devons déposer piteusement des dossiers, et pire encore, puisque je suis maintenant avocat à la Cour de cassation, si nous voulons plaider, nous devons le demander à l'avance. Donc, je crois en effet que l'éloquence est ailleurs que dans ses formes originelles, et que, je ne sais pas, par exemple, si vous avez regardé, peut-être certains d'entre vous, la cérémonie des Césars, véritablement, indépendamment de la défaite cuisante d'à voix haute qui est repartie bredouille, et de cette cérémonie qui était objectivement totalement désolante, extrêmement longue et parfaitement navrante, il y a quand même eu un immense moment d'éloquence que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il est très très tard et que vous avez probablement été découragé, mais si vous n'avez pas regardé Jeanne Balibar recevoir son prix de la meilleure actrice, eh ben franchement, prenez 3 minutes pour le regarder, parce que ça, c'est quand même autre chose que Camélia Jordana. Donc, je dis ça sans aucune jalousie, mais véritablement, non, je trouve que d'ailleurs elle était très bien dans ce film et qu'elle méritait tout à fait son César. Mais enfin, Balibar, c'était quand même autre chose. Donc je crois en effet que, hormis la politique, la chaire et le barreau, l'éloquence occupe aujourd'hui d'autres lieux, et que, en tout cas, elle doit se diffuser ailleurs que dans ces lieux naturels ou de prédilection, et notamment en Seine-Saint-Denis, parce que nous savons tous que la parole
est un élément d'insertion important pour chacun, d'insertion sociale, d'insertion professionnelle, d'insertion économique, d'insertion citoyenne, d'insertion associative. Enfin, c'est un ferment d'insertion et de lien social. Or, où est-ce qu'on a besoin de cette insertion? Où est-ce qu'on a besoin de ce lien social? Précisément là où il fait défaut, c'est-à-dire en Seine-Saint-Denis et dans tous ces quartiers défavorisés où on leur a dit que de toute façon leurs paroles, elles devaient être aussi brutes que leur béton et qu'ils n'avaient pas voix au chapitre. Et donc c'est précisément là qu'il faut porter le fer. D'une certaine façon, si je ne vais pas faire mon cours à Sciences Po, un autre le fera. Ça n'a aucune espèce d'importance et de toute façon, les familles y pourvoiront. En revanche, si Eloquentia n'existe pas en Seine-Saint-Denis, eh bien, les gamins, ils sont en jachère parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, j'ai un vrai sentiment d'utilité en Seine-Saint-Denis parce que, et d'ailleurs, c'est bien un signe, si les Eloquentia aujourd'hui foisonnent et fleurissent sur la lignée du succès du film, parce que, eh bien, il y a des Eloquentia maintenant à Nanterre, à Limoges, à Bordeaux, à Marseille, à Grenoble, à Bruxelles, à Alger. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a plus, je crois, une soixantaine maintenant. Et donc, si ça foisonne, c'est que ça répond d'abord à un besoin. Et donc, finalement, c'est qu'effectivement, oui, la parole n'est pas cantonnée dans ces milieux naturels, mais qu'elle doit au contraire se diffuser là où la parole est le plus nécessaire. Ça, c'était presque de l'éloquence politique, comme on l'aime. Et alors maintenant, si on revient vers le barreau, parce qu'il y a quand même quelques avocats ici, puis officiellement, je dois quand même justifier le fait d'occuper cette salle. Donc, l'éloquence du barreau, l'éloquence, est-ce qu'il est utile de plaider? Et si on doit plaider, est-ce qu'il faut déclamer ou est-ce qu'il faut improviser? Ou est-ce qu'il faut faire entre les deux? Alors, je vais vous faire un aveu. Tu plaides plus, mais bon, quand même. Je ne plaide plus. Enfin, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. D'abord, je plaide encore de façon significative. Je ne plaide pas tous les jours. Ça, c'est tout à fait vrai. Je ne plaide même pas toutes les semaines. C'est vrai. Mais je plaide mardi matin prochain. À 9h, à la chambre criminelle, si vous voulez vous distraire. C'est une affaire absolument passionnante. Bref, je dis ça. Mais d'abord, ça va, Carbon? Tu viendras? Avec joie. Ah, super, je me réjouis tellement. Donc, mais je plaide parce que j'ai demandé l'autorisation. Et donc, blague à part, les avocats au Conseil ne sont pas des muets. Nous plaidons, d'abord parce que nous plaidons devant les juridictions administratives, avec les avocats à la Cour, devant les juridictions administratives subordonnées, donc il y a une oralité, qui est l'équivalente de celle des avocats à la Cour. Et puis nous plaidons aussi devant le Conseil d'État, par observation, c'est vrai, mais en réponse aux conclusions du rapporteur public, et à la Cour de cassation, lorsque nous estimons qu'une affaire vaut d'être plaidée. Après, sur la question de la préparation de la plaidoirie, je vais vous faire une confidence qui n'est pas à mon avantage. Toujours dans l'idée que la conférence m'avait biberonné, j'ai eu dans mon année de conférence, comme tous les jeunes secrétaires de la conférence, ce qu'on appelle des assises express. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers de cette pratique, qu'est-ce qu'une assise express? C'est un accusé qui est donc renvoyé devant une cour d'assises et qui, à quelques semaines, jours de l'audience, s'est pas entendu avec son avocat, ce qui est l'autre nom de ne l'a pas payé. Et donc, l'avocat lâche le dossier. Bien évidemment, le planning de la Cour d'assises de Paris exclut totalement que l'audience ne soit pas tenue, et donc il incombe dans cette hypothèse au secrétaire de la conférence, en urgence, de reprendre le dossier dans le cadre de la commission d'office du bâtonnier. Et donc, c'est ce qu'on appelle les assises express, et vous découvrez, quelques semaines avant, parfois quelques jours avant, enfin en général plutôt quelques semaines avant, que vous êtes commis pour défendre tel ou tel. Et donc, je n'ai pas échappé à la règle, et donc j'ai été commis dans le cadre d'assises express. Et je dois dire, je dois confesser, en me flagellant, que j'ai, dans l'idée qu'après tout, une plaidoirie d'assises n'était pas substantiellement différente d'un discours de la conférence, j'ai écrit complètement ma plaidoirie, que j'ai lue. Et rétrospectivement, je me dis que s'il a été acquitté, c'est peut-être bien qu'il était vraiment innocent. Parce que c'est certainement pas grâce à moi. Parce que franchement, c'était minable.
Donc j'ai intégralement, à la lueur de la chandelle, je m'en souviens, un soir, je suis rentré au cabinet à 4h du matin et j'ai écrit totalement ce que j'allais dire le lendemain, ce qui n'est pas possible. Mais je l'ai fait. Donc, tout ça pour dire, dans la plaidoirie, non, évidemment, on ne peut pas tout écrire, personne ne le fait, c'est ridicule, je m'en veux encore, enfin bon, bref. Mais la contrepartie de l'impossibilité qu'il y a à écrire la totalité, la contrepartie, c'est le travail en amont. C'est-à-dire qu'on ne peut être dans l'improvisation, et encore évidemment pas total, et j'y reviendrai, on ne peut être dans l'improvisation que si on connaît son dossier sur le bout des doigts. Parce que l'improvisation ne s'improvise pas, et de toute façon, elle n'est pas totale. Celui qui irait à l'audience sans aucun papier, dans un freestyle absolu, me paraît être un danger public. Ou alors un génie absolu. Mais je penche plutôt pour le danger public. Et en réalité, il faut évidemment avoir un canevas. Il ne s'agit pas d'avoir une transcription complète, mais au moins un canevas et une structure de ce que l'on va dire. Donc aujourd'hui, je plaide, mais je crois comme tout le monde, avec des points, une structure, un peu comme un parcours de slalom. On sort des Jeux Olympiques, donc vous avez des portes, et puis ensuite le parcours est libre entre ces portes, mais vous avez au moins une structure, un squelette de votre intervention, et puis ensuite on peut le nourrir en fonction des réactions des uns et des autres, du cours de l'audience, de ce qu'a dit l'avocat général si l'on est au pénal, enfin toutes sortes de choses. Mais oui, l'éloquence judiciaire ne peut pas être ni, à mon sens, totalement improvisée, ni totalement préméditée. Après, sur l'éloquence judiciaire elle-même, ça je pense que d'autres que moi sont beaucoup plus aptes à en parler. Ma conviction est que elle se transforme, bien sûr. Le temps des effets de manche n'est probablement plus véritablement de mise. Le moment du ténor au troisième acte, là où on voyait, je ne sais pas, probablement comme on allait au spectacle, écouter, je ne sais pas, toi qui as bien connu Alberno, non mais je ne sais pas comment ça se passait à cette époque-là, mais probablement il y avait un aspect théâtral ou quelque chose, je crois que ça ne se fait plus beaucoup, mais c'est un truisme que de le dire, et donc je vais pas enfoncer ces portes ouvertes. Je crois que l'éloquence judiciaire aujourd'hui, elle s'est réincarnée sous la forme de la capacité de l'avocat, et qui est une véritable forme d'éloquence à mon sens, qui n'est pas véritablement un rabaissement ou une diminution de l'éloquence, qui est la capacité de l'avocat à faire comprendre au juge, et c'est une vraie forme d'éloquence à mon sens, les questions les plus techniques. Le juge est un généraliste, l'avocat est un généraliste, et probablement aussi c'est une vraie marque d'éloquence pour un avocat que de savoir expliquer, faire de la pédagogie avec un magistrat pour lui expliquer un montage fiscal, un mécanisme boursier, une question de droit de la construction, et c'est probablement une éloquence qui n'est pas indigne que de savoir faire cela. Alors effectivement, il reste bien sûr le précaré de la cour d'assises, où de toute façon, juridiquement, l'oralité des débats fait que, bien sûr, la parole est encore paroxystique. Puisque tu cites Alberno, moi je peux parler, il y a Patrick Devedjian, qui n'a pas toujours été un mauvais homme, qui a été avocat, fait l'homme politique, a été collaborateur d'Alberno, et il raconte comment, arrivant au cabinet d'Alberno, son patron lui dit « On a des assises la semaine prochaine, vous ne connaissez pas le dossier, mais c'est pas grave. » Le type, de toute façon, part à la guillotine. Donc, il n'y a rien à faire, il faut juste qu'il ait un avocat, et j'ai pas le temps, donc vous allez vous en occuper. Donc, évidemment, il est tout tremblant, et il passe ses 3 ou 4 jours d'assises à trembloter, et évidemment, il écrit la totalité de sa plaidoirie dans la nuit, qui précède... à la fois le réquisitoire et les plaidoiries, enfin, les plaidoiries partie civile, réquisitoire et plaidoirie de la défense. Et Alberno vient le voir à l'ouverture des assises le matin où il doit plaider, et il lui dit « Mon petit Patrick, j'espère que vous avez écrit votre plaidoirie. » Et Devedjian dit « Oui, elle est là. » Et Alberno lui dit, il prend et il lui dit « Bonne chance. » Voilà. Et Devedjian dit « Je n'ai plus aucune idée de ce que j'ai dit. Il a été condamné, voilà, évidemment, au maximum, et je m'en suis toujours voulu de l'avoir écrit. » Il y a, dans ce que tu dis, pardon, tu as l'air de dire que l'avocat doit être un pédagogue vis-à-vis du juge. Moi, je lisais sous la plume de Thierry Lévy, à qui on a rendu hommage ici il n'y a pas longtemps, et de Jean-Denis Bredin,
qui heureusement est toujours parmi nous, qu'ils ont écrit un livre qui s'appelle Convaincre. Donc c'est convaincre ou expliquer? Mais l'un n'exclut pas l'autre. Le juge doit comprendre avant d'approuver. Et donc je crois que l'explication peut être le prélude à la compréhension et à la conviction. Et donc moi je crois véritablement que cette capacité à expliquer pour convaincre est le cœur de notre métier. Et de plus en plus, nous savons tous que les juridictions sont aujourd'hui saisies de questions de plus en plus complexes et qu'il faut aussi que nous nous adaptions. Et même l'idée d'une plaidoirie dialoguée ne me choque pas. Alors peut-être que certains d'entre vous considèrent que à chaque fois qu'on les interrompt, on leur coupe un doigt. Peut-être. Je me demande si ce combat-là n'est pas un combat d'arrière-garde. Peut-être je ne vais pas me faire que des amis en disant cela. Je le conçois. Et pour dire un peu crûment les choses, je crois que ce combat est perdu. Et que la plaidoirie, elle est intéressante si elle est utile. Elle n'est pas là pour faire plaisir à celui qui l'a fait. Elle est là pour aider celui qui l'écoute. Et donc, si tant est que le juge a fait de son côté l'effort de préparer l'audience pour vous poser les questions que lui-même se pose et sur lesquelles il a besoin d'être éclairé, pourquoi est-ce que nous serions rétifs à cela tant que on nous permet tout de même de prendre la parole? Il ne s'agit pas évidemment d'accepter en tout état de cause un dépôt de dossier, mais je crois que cette plaidoirie dialoguée n'est pas un abaissement du rôle de l'avocat. Et même pour dire les choses, je dirais que, pour moi en tout cas, lorsque rien n'est plus facile que de plaider intégralement un dossier, c'est extrêmement facile. Je le connais, je l'ai préparé, je ne serai pas interrompu, il n'y a aucun problème, je vais tracer mon sillon, je vais aller au bout, c'est très facile. Je peux, avec un peu d'entraînement, le faire sur beaucoup de matières dont je ne connais pas le premier mot. En revanche, si je suis dans une situation d'interaction avec le juge, qui va m'interrompre, qui va me demander quelle est cette pièce, qui va me demander ce que j'entends par ce contrat, qui va me demander pourquoi ce point de droit me paraît clair alors qu'il lui semble difficultueux, là, je suis en situation de risque, parce que je ne sais pas sur quoi je vais être interrogé, je ne sais pas quelle pièce il va me sortir, je ne sais pas quelle explication il va demander, et donc là, j'ai besoin de beaucoup plus préparer mon audience lorsque je ne sais pas ce que je vais dire. Si je sais à l'avance ce que je vais dire, il n'y a aucun problème. Donc je crois que non seulement ça ne nous rabaisse pas que d'être dans cette situation de dialogue, mais d'une certaine façon, ça doit nous stimuler. Alors, puisque tu veux favoriser le dialogue, et évidemment, voilà, quelle transition! Ça, c'est remarquable. Voilà. Ça c'est des techniques qu'on apprend sur BFM TV. Voilà. Ça, c'est 25 ans de barreau, c'est réservé aux meilleurs. 25 ans de barreau et presque autant de chaînes d'infos. Donc, c'est le moment des questions. Voilà. Donc, la parole circule, comme on dit dans les bonnes maisons. Question? Ah, ne soyez pas timide, il vous a fait un cours. Seule la première question pèse. Oui, on passe directement à la deuxième. Oui, bien sûr. Alors, voilà, qui veut poser la deuxième question? La première, les premières ont été posées par Emmanuel, on doit être à la cinquième ou à la sixième en réalité. Non, je vous en prie. Alors, mais ta galanterie légendaire, mais tu... Après, merci Carmen. D'accord. Alors ma question est la suivante. Comment passe-t-on d'une prise de parole en public préparée avec un texte à la virgule près où on sait à l'avance l'intonation, les silences qu'on va faire, à une prise de parole plus spontanée, plus improvisée, tout en préservant la qualité de ce qu'on avait prévu de dire, avec notamment un choix des mots précis et avec des références auxquelles on pourrait ne pas penser lorsqu'on fait une prise de parole spontanée? Alors c'est compliqué, j'ai pas de réponse toute faite à cette question et probablement aussi il faut accepter dans la parole improvisée une moindre qualité que dans la parole préparée, léchée, dont chaque mot a été pesé au trébuchet, dont chaque image a été préméditée, dont chaque formule a été choisie et ciselée, évidemment, sauf pour les improvisateurs géniaux, ou ceux qui ont des tiroirs, l'un n'excluant pas l'autre, le fait d'improviser, c'est aussi accepter d'être moins bon. Parce que les mots ne viennent pas forcément au même moment, ils ne viennent pas forcément au bon rythme, il faut parfois les chercher, il faut parfois les attendre, et donc
on n'a pas la même qualité de parole, de lexique, lorsque on improvise. En tout cas, pour moi, je le confesse, bien sûr, lorsque c'est écrit à l'avance, c'est probablement plus satisfaisant. En tout cas, peut-être plus joli. Mais, malgré tout, je crois que même une improvisation moins jolie est quand même préférable à une préméditation léchée. Parce que la préméditation vous empêche de réagir dans l'instant au message que vous renvoie le public par son regard, vous empêche de vous adapter. En réalité, le papier est une prison, puisque lorsque vous avez un papier, vous allez inévitablement délivrer ce qui est sur votre papier, donc vous avez moins de liberté que lorsque vous êtes en situation d'improvisation. Malgré tout, pour prendre une image, c'est le moment où, lorsque vous étiez enfant, vous avez fait du vélo avec des petites roulettes sur le côté, et puis à un moment, on vous a dit, maintenant on va t'enlever les roulettes. Vous êtes tombé. Mais au bout d'un moment, vous êtes devenu cycliste. Et donc, c'est ça aussi. C'est s'égratigner, mais se dire qu'on est devenu cycliste. Et c'est un peu pareil. Je crois, en tout cas moi, c'est accepter que la parole ne soit pas toujours de très bonne qualité, mais que malgré tout, ça vaut peut-être mieux qu'à vaincre sans péril au triomphe sans gloire, et que probablement, même si elle est moins parfaite, l'improvisation se nourrit aussi de ce sentiment de l'instant qui vaut toutes les liaisons mal contrôlées et les liaisons sur lesquelles on bute. Parfait. Caron. Moi, c'était pour l'un. Merci. D'abord, merci, parce que c'est le travail que tu fais avec Eloquentia est éblouissant. Je pense que c'est, en plus, d'un point de vue politique, si on doit réfléchir en tant que barreau, une façon très civique de faire revenir l'avocat dans la cité, et tu y contribues magnifiquement. Donc je pense trahir aucun confrère en t'adressant nos remerciements. La deuxième chose, précisément parce que je te rejoins tout à fait sur l'intérêt de l'improvisation, est-ce que tu ne penses pas que, toujours dans le livre Convaincre, il y a la part importante de la séduction? Est-ce que tu ne penses pas précisément que la fébrilité de l'orateur touche beaucoup plus son auditeur, et spécialement l'auditeur judiciaire qui est le juge, qui n'est pas dupe, précisément d'une préparation léchée? Comme toi, j'aime la plaidoirie moderne, interactive avec le juge, ne serait-ce que parce qu'elle me rassure sur le travail du juge et sur la motivation à venir de la décision. Et je le dis sans aucune ironie. Mais c'est vrai. Et parce qu'elle est pour l'avocat un défi, et il devient un réel partenaire de justice. Maintenant, si on peut sortir un peu de ce champ judiciaire cher au cœur d'Emmanuel, pour en venir au nouveau champ de l'éloquence, est-ce que précisément ces règles de la fébrilité qui touche et donc va convaincre, est-ce que ces règles de fond que tu as déterminées, l'improvisation obligée de l'avocat quand il réfute les arguments, est-ce que tu retrouves ces fondamentaux dans les nouveaux champs de l'éloquence, et dans l'hypothèse d'une réponse affirmative, lesquels te touchent le plus? Alors, d'abord, merci de tes compliments qui me touchent. C'est vrai que je dis parfois, si nous, les avocats, on ne participe pas à ce rayonnement de la parole, qui le fera? C'est quand même le cœur même de notre métier, et donc il est bien juste. Et d'ailleurs, je veux dire immédiatement que les avocats, indépendamment de moi, jouent un rôle essentiel à Eloquentia, et que beaucoup d'avocats, d'anciens secrétaires de la conférence, d'anciens membres du Conseil de l'ordre contribuent avec moi à Eloquentia, et beaucoup plus que moi. Isabelle Châtaignier, Charles Laroche, Edmond Fréty, Anne-Sophie Laguinze, Benjamin Pichot, Arnaud Gris, Benjamin Mathieu, enfin j'en oublie inévitablement, Joseph Hazan, mais voilà, beaucoup d'avocats ont cet engagement, et je ne suis pas le seul, je suis vraiment un parmi tant d'autres qui donnent de leur temps pour diffuser cet amour de la parole en public, et aussi faire en sorte que ce soit les avocats qui soient en tête de pont, en figure de proue dans ce combat-là. Alors, sur la question de l'improvisation et de la part de séduction, je crois que c'est évidemment à la fois, c'est vrai et pas vrai. Par exemple, je trouve que, et il y a de jeunes gens ici qui peut-être
sont passionnés par ces concours d'éloquence, qui aujourd'hui font florès. Autant, à mon époque, ils étaient rares, ils étaient même quasiment inexistants. Aujourd'hui, il y en a partout. Il n'y a pas une école, une université, une association qui n'a pas son concours d'éloquence. Et c'est formidable. Mais, pour avoir beaucoup et beaucoup trop fréquenté ces concours, je trouve qu'ils ont pris dans ce modèle magnifique, encore une fois, qu'est la conférence, beaucoup de ses travers. Et nombre d'entre eux singent le concours de la conférence, encore une fois, dans ce qu'il peut avoir parfois de pire, c'est-à-dire le côté bel objet de vitrine, le côté purement esthétique de la parole, au détriment du message et de la personnalité qui, in fine, doit transparaître derrière le discours. Et Carbon et moi savons bien, qui avons entendu des dizaines et des centaines de discours à la conférence, que ce qui devient, ce qui nous touche, ce qui probablement fait des secrétaires de la conférence, c'est quand derrière la forme transparaît une personnalité singulière. Et donc, c'est vrai que dans les concours d'éloquence que parfois j'organise, je dis, mais de toute façon, vous avez droit à un quart de feuille. Et c'est tout. Et vous aurez le sujet une demi-heure à l'avance. Et c'est tout. Parce que c'est là qu'on voit les vraies personnalités. Et que si c'est quelque chose qui a été... Vous savez, nous sommes tous juristes et nous savons que la préméditation est une circonstance aggravante. Pour la parole, c'est pareil. Donc, vraiment, pour ceux qui, peut-être parmi vous, sont dans des associations qui sont magnifiques et qui font vivre la parole auprès des plus jeunes, tentez cette expérience du troisième type qu'est l'improvisation. Vous serez peut-être moins bon, mais ce sera tellement plus beau et ce sera tellement plus vous. Et à quoi ça sert de parler si c'est pas pour se dire soi-même, au-delà des sujets débiles auxquels on vous demande de répondre, savoir si les voitures rouges sont plus rapides, s'il faut réconcilier les œufs brouillés, s'il faut tout envoyer valser. Tout ça n'a aucun intérêt si ce n'est de vous dire. Et donc, ne reculez pas devant l'exigence de vous dire vous-même. Et c'est ça qui est beau dans la parole. Et donc, improvisez. Et prenez ce risque-là. Et donc, pour prolonger sur les autres chants, oui, bien sûr, on voit dans les autres chants de la parole des moments de très belle improvisation. On le voit, et ce n'est pas une concession à l'air du temps. On le voit dans le rap, dans le slam, dans les paroles urbaines, dont je ne connaissais rien avant d'aller en Seine-Saint-Denis. Encore une fois, j'étais né à l'hôpital américain où le rap est peu fréquent. Et la première fois, pour vous raconter le ridicule de la situation, on m'a présenté mon premier rappeur qui était Kerry James, qui est un type extrêmement connu. Ouais, bonjour monsieur James. Et que faites-vous dans la vie? Je suis rappeur. Formidable. C'est une distraction amusante, mais vous avez probablement un vrai métier. Non, je suis rappeur. Oh, formidable. Mais vous arrivez à produire... Oui, j'ai fait des disques. Ah, oui, mais ça, c'est autoproduit. Bon, c'est pas complet. Vous arrivez à faire de la scène. Ah oui, j'ai fait l'Olympia, me dit-il. Oh, c'est vraiment formidable. Mais de qui étiez-vous la première partie? Non, j'étais sur l'affiche. Non, tout ça pour vous dire qu'il y a, bien sûr, dans ces paroles nouvelles, des faculté d'improvisation magnifique, et c'est ça, somme toute, que j'aime à Eloquentia, c'est que chacun a le libre choix de la forme que prendra sa parole. Ça peut être un sketch, ça peut être un poème, ça peut être du théâtre, ça peut être un discours classique, ça peut être poétique, drôle, ça peut être tout dès lors que c'est sincère et dès lors que c'est l'expression de soi. Et donc, oui, Carbon, il y a effectivement, au-delà des simples concours d'éloquence que nous connaissons, un goût qui s'est répandu de l'improvisation, mais
pour rebondir vraiment sur ta question, je souhaiterais qu'il se développe plus et que tous ces concours se débarrassent un tout petit peu de cette filiation parfois un peu encombrante avec la conférence. Sur ce, je peux te laisser prêcher pendant longtemps, mais on va peut-être... Ah oui, on peut avoir une autre question. Ah non, pardon. Si, il y a encore une question, et puis après, pardon, on ne lèvera pas la séance, enfin, je vais la clôturer doucement. Je vous en prie. Tout à l'heure, le micro. Ah, pardon. Oui, on va se faire engueuler, c'est pour l'enregistrement. Tenez. Merci. Tout à l'heure, vous nous avez... C'est bon? Oui. Tout à l'heure, vous nous avez dit donc vous êtes formé sur le tas, mais est-ce que vous avez quand même eu des cours pour vous améliorer, je ne sais pas, sur la diction, la façon de respirer? Et sinon, est-ce que vous avez eu un feedback de vos amis, de votre petite amie, de vos parents qui vous ont dit bah là tu progresses, là tu t'améliores, etc. Alors, et non, je n'ai pas eu de formation à l'art oratoire. Tout simplement parce que ça n'existait pas véritablement quand j'étais à l'université. Il n'y avait pas toutes ces associations qui maintenant, encore une fois, pullulent et assurent cette formation à laquelle contribue. Mais Carbon d'ailleurs fait jury plus souvent qu'à son tour dans ce type de concours. Donc, tu as fait Tinder. Ouais, le procès de Tinder, hein, pas du tout. Il est marié officiellement. Oui, mais il y est sous le nom de Carboun du 75. Et il vous attend. Non, tout ça pour dire, et répondre à votre question. Non, j'ai pas eu de cours d'art oratoire, et c'est précisément aussi pour ça, d'abord que quand on m'a proposé de commencer à enseigner, je me suis senti d'abord très illégitime à le faire, parce que je ne l'avais pas appris moi-même, et par ailleurs, considérant aussi que dans la parole, il y a une part de don, je me disais, mais qu'est-ce que je peux leur apprendre? Donc j'ai eu du mal à franchir le pas de l'enseigner moi-même, parce que on ne me l'avait pas appris. Donc il n'y avait pas de cours d'art oratoire lorsque j'étais à l'université. Lorsque j'étais à l'EFB, il y en avait, et c'est l'occasion pour moi de dire ma dette à Jacques Mestre. C'est pas très facile, tiens, pour là, dans le moment. Je dois beaucoup à Jacques. À l'époque, Jacques pilotait ce groupe de joyeux drilles comédiens qui enseignait l'art oratoire à l'EFB alors qu'elle était rue de Charenton. Et on avait des comédiens encadrés par Jacques qui nous formaient à l'art oratoire, et les plus anciens d'entre vous savent peut-être ou se souviennent peut-être que parmi cette petite troupe de jeunes comédiens qui faisaient objectivement des ménages en enseignant la prise de parole en public à de jeunes avocats, il y avait un comique qui était promis un bel avenir, en tout cas quantitativement, qui était Franck Dubosc. Et donc tout cela sous la houlette de Jacques. Et je pense à Jacques, dans l'instant, je n'avais pas spécialement prévu, mais son image me vient d'abord parce que je lui dois beaucoup, parce qu'il m'a accompagné aussi à la revue. On n'a pas parlé de la revue, mais c'est un moment important aussi dans mon parcours avec la parole, la revue de l'UJA, que j'ai faite pendant des années, avec beaucoup de bonheur. Et au début, j'ai chanté, c'est vous dire qu'ils n'étaient pas regardants. Et puis après, j'ai fait des sketchs encadrés par la houlette bienveillante de Jacques, avec toutes ces recommandations et ces conseils qui n'en étaient pas, du style tu me fais du Buster Keaton, ça c'était des expressions de Jacques, ou fais-le en violet, ça, on ne comprenait rien, mais malgré tout, Jacques m'a débloqué des sketchs avec un génie absolu. Vraiment, il était... Enfin voilà, je lui dois vraiment beaucoup, et je lui dois beaucoup ici, parce que les répétitions de la revue se faisaient souvent ici, dans ce musée du barreau. Et donc j'ai passé des samedis et des samedis ici à répéter la revue avec les musiciens de la revue et avec Jacques qui nous encadrait avec
sa bienveillance, sa générosité, parfois sa dureté, mais c'était toujours pour nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc finalement, probablement, en réalité, parmi les gens qui m'ont formé vraiment à l'art oratoire, il y a Jacques, en réalité. Et voilà, j'espère que là où il est, il nous regarde et il est quand même fier de nous d'une façon ou d'une autre, et on continuera à lui rendre hommage depuis le plancher des vaches. Et donc, indépendamment de la personne de Jacques, donc qui m'a beaucoup débloqué, après, il y a la rencontre avec Marc Bonan, qui m'a aussi beaucoup débloqué, mais pas dans un enseignement classique, mais en réalité dans la contemplation de ce qu'il faisait, et d'une façon générale dans la contemplation de ce que faisaient les autres avocats qu'on allait voir à l'audience. Et donc c'est comme ça que j'ai été formé à la question de l'art oratoire. Mais il n'y avait pas d'enseignement. Voilà. Oui, il y a une question, on peut peut-être prendre... Une dernière question, pardon, si je puis me permettre, avec le micro, parce que sinon alors, vous savez on n'a que pas votre voix. la dernière question, c'est comme le dernier renvoi. Après le dernier renvoi, il y a l'ultime renvoi. Donc il y a la dernière question, et puis après il y aura l'ultime question. Du coup, je m'éloigne un peu de l'art oratoire pur pour vous poser une question. J'ai eu la chance de vous rencontrer, de vous inviter en conférence à l'université Assas par le biais de mon association. Et je voulais savoir si vous ne pensez pas que c'est une chimère, le fait qu'on puisse lutter contre le déterminisme social. Est-ce que ce n'est pas, pardon, une chimère Emmanuel me perturbe. Oui. Je suis désolé. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une chimère, le fait de pouvoir lutter contre le déterminisme social par l'oratoire? Je m'explique, je vous ai vu venir dans une université qui est relativement élitiste, et j'ai vu que votre conférence, qui moi m'avait beaucoup stimulé, m'avait donné envie de parler, n'avait peut-être parlé qu'à des personnes d'un certain niveau. J'ai fait des conférences, j'ai fait des moments où j'ai eu l'occasion de parler, et où finalement la culture et le bagage des gens, l'héritage culturel faisaient la différence face à des personnes qui parfois étaient meilleures d'un point de vue même oratoire, ou simplement parce qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin dans cette technique, parce qu'ils étaient bloqués par leur culture justement et leur héritage social. Et en fait, je voulais vous savoir qu'est-ce que Eloquentia avait donné là-dessus aussi. Est-ce que vous avez vu des gens d'Eloquentia réussir à atteindre un certain niveau qui puissent concurrencer des gens de Sciences Po, d'HEC, et qui puissent justement remettre tout ça en cause? Il est vrai qu'il y a dans la parole une part de capital culturel. C'est totalement indéniable. Et il y a des familles dans lesquelles, il est plus facile d'être né que dans d'autres. C'est indéniable. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en satisfait? Ou est-ce qu'on prend le métro le samedi matin pour aller au bout de la ligne 13 et essayer de lutter contre? Soit on considère que finalement c'est assez bien comme ça et qu'il est juste que les déterminismes se jouent et que finalement quand on est du bon côté du manche, on a plutôt intérêt à ce qu'ils continuent à se jouer. Ou est-ce que on essaye de faire en sorte que, alors avec des résultats inégaux, je ne le nie pas, ça ne marche pas pour tout le monde. Et il y a toujours, évidemment, parmi les gens qui auront suivi le programme Eloquentia, des gens qui auront du mal à s'en sortir parce que sur leur CV, il y a marqué qu'ils habitent à Stein ou à Drancy. Bien sûr, ça existe toujours, et je n'ai pas du tout la prétention de gommer et d'effacer tout ça. Tout ça, ça existe. Simplement, ma conviction, c'est que peut-être, à toute petite échelle, mais j'ai bien conscience de vider un océan avec une petite cuillère. Simplement, je me dis que, au moins, j'aurais fait ma part du boulot, avec toutes les imperfections que ça a, mais que, quand je vois des gamins d'Eloquentia, je me dis que, au moins, ceux-là sont sauvés. Ça ne veut pas dire que d'autres le sont également. D'abord parce qu'il ne faut tout de même pas se leurrer. Les gamins qui font Eloquentia, d'abord, c'est des gamins qui sont à l'université, donc ils ont eu le bac, ils ont suivi des études supérieures, ils ont choisi sur la base du volontariat de venir à Eloquentia, et ils ont choisi d'y consacrer leur samedi, ce qui signifie qu'ils n'ont pas besoin de travailler pour financer leurs études le samedi.
Ce qui signifie que ce sont en réalité d'abord des privilégiés, même dans leur milieu. Après, encore une fois, ce sont ceux auxquels je transmets mon goût de la parole. Je pourrais le faire à d'autres. Je ne prétends pas que ça fonctionne, mais sur la question du résultat, je ne sais pas quelle est l'association dont vous êtes membre et dans laquelle je suis venu. Mais je puis vous dire, en tout cas, je ne sais pas si vous avez vu le film à voix haute jusqu'au bout, le discours qui vaut à Eddie Mogno de gagner ce concours, je ne l'ai jamais entendu à Assas. Parfait. Sur ce joli contre-pied à Bourdieu, merci infiniment. Évidemment, c'est le moment de te remercier dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Ouais. Et de remercier surtout, Bertrand, de t'être dit toi-même, puisque c'est la formule que tu as utilisée il y a quelques instants. Un tout petit peu de silence nous ferait du bien. Merci. Parce que je dois aussi remercier, alors, outre notre invitée et notre invitée manquante, mais on l'embrasse quand même, en espérant qu'elle n'est plus à Beauvais et qu'elle a réussi à s'en échapper. Les Amis du Musée du Barreau de Paris, il y a une société des Amis du Musée à laquelle vous pouvez adhérer, représentée ce soir par Aurélia Chevalier quelque part et par Carbon de 16, il est décidément partout. Il y a aussi les personnalités présentes que je salue, parce que les anciens membres du Conseil de l'Ordre comme Nathalie Roret, qui est là, voilà, ou Laurent Chetix-Serran qui est ici, prennent sur leur temps pour venir t'écouter, comme quoi tout le monde est encore amoureux de toi. Ou en campagne. Ou en campagne, voilà. L'un n'excluant pas l'autre. Remercier aussi évidemment nos amis des Nôtes de Paris qui t'ont capté et vont te diffuser si tu en es d'accord. Vous indiquer aussi que le livre de Bertrand Perrier, parce qu'il a dit tout à l'heure qu'il avait, il fallait pas tout expliquer, mais il fallait convaincre. Voilà. Donc là, il n'a pas tout expliqué ce soir, parce qu'il en reste évidemment pour un prix que j'arrive pas à déterminer, mais dont notre ami a 30%. Voilà, merci. Donc, non, j'ai pas 30%. Non, ça, c'est les contrats que tu négocies. Adine Fleury a 30% sur les droits d'auteur qu'elle a mal négocié avec toi. Mais ça, voilà. C'est une autre affaire. Ouais. Et puis, accessoirement, vous avez peut-être remarqué aussi qu'en dehors des collections permanentes, ici, il y a en ce moment une exposition temporaire sur les pièces à conviction, où nous voisinons la cordelette de l'affaire Gouffet qui a servi à étrangler puis ensuite à empaqueter le cadavre. C'est quand même très... Ça s'appelle de l'optimisation. Il y a des très jolis objets qui ont appartenu à des victimes de Landru qui ont oublié de réclamer ensuite, enfin les familles ont oublié de réclamer les scellés. Et puis le thermostat du docteur Petiot qui est derrière dans une vitrine, qui montre qu'il y a une ambiance chaleureuse. Et tu sais pourquoi il n'y a pas d'été sans Perrier. Bravo. Oh. Bravo, très, très joli. Étienne Madrange, ancien magistrat, devenu avocat. On voit qu'on a récupéré le meilleur. Donc, enfin, il est à Versailles, hein, ça va. Voilà. Deux petites remarques. Avant de sortir de cet établissement, si vous ne l'avez jamais fréquenté, vous pouvez monter jusqu'au premier étage pour regarder notre escalier classé aux monuments historiques, qui a valu à ce bâtiment d'être sauvé à la différence de l'hôtel particulier d'Agnès B, dont il ne reste qu'une façade et une enseigne, pour faire simple. Et puis... Ça, c'est vrai que d'Agnès B, il ne reste qu'une façade et une enseigne. C'était un jeu de mots. Voilà, bravo. Je ne l'aurais pas dit comme ça. Et enfin... Vous indiquez quand même qu'il y a encore une audition contradictoire. La prochaine, c'est le lundi 26 mars, avec Patricia Touranchot, excellente chroniqueuse judiciaire ou membre de la presse judiciaire, qui a écrit un excellent livre sur l'affaire Grégory. Un de plus, mais vraiment celui-ci, je pense, tombe à pic. Et elle sera confrontée, je ne sais pas comment est la bonne formule pour ne pas faire de jeu de mots, elle est confrontée, entre guillemets, à Marie-Christine Chastan-Morand, notre consoeur, qui est l'avocate des époux Villemin, et depuis un bon moment. Vous dire en gros que ça sera sans doute moins riant que ce soir, mais tout aussi passionnant. Et, voilà. Et je vous remercie infiniment. Le livre est en vente à l'autre bout et l'auteur y va dans un instant. Merci Emmanuel. Merci.